ce club, comme tous les lundis. Bonjour Yves Tréhard. Comment ça va? Ça va et vous-même? Directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Et bonjour Françoise Degois. Ça va Françoise? Et comment va-t-elle et comment va-t-il? Mais ça va bien, éditorialiste politique Françoise. Et on va Canal revenir 8. sur Canal 8 de la TNT. Voilà, là vous pouvez le faire, on y Regardez est. comme c'est classe. C'est parfait, c'est Oh là là. super bien fait. Canal 8 de la TNT. Tous les œufs d'or. les amis. Allez, on va revenir sur ce qui s'est passé il y a un an jour pour jour, le Rassemblement national qui remportait les européennes et quelques instants après l'annonce des résultats, Emmanuel Macron qui décidait de dissoudre. Il espérait clarifier la situation. Il n'en a rien été. L'Assemblée nationale est bloquée. On va revenir, évidemment, on va faire le bilan de cette année et se projeter sur la suite pour les différents partis. Et Quentin, vous nous ferez un petit point spécifique sur la gauche. Oui, voilà, en l'occurrence sur le Parti socialiste avec la réélection d'Olivier Faure. Qu'est-ce que ça dit de la ligne politique maintenant à gauche? On verra ce qu'il a dit ce week-end. Vaste sujet, Françoise. Mais d'abord, comme tous les jours, on commence par regarder l'actualité dans nos régions. L'actualité dans nos régions aujourd'hui, c'est à Nice où tous les regards seront tournés puisque c'est aujourd'hui que s'ouvre le sommet des Nations Unies sur les océans. Des dirigeants du monde entier attendus pour ce sommet de mobilisation. Et Emmanuel Macron qui juge dès hier soir à Nice que remettre en cause la priorité donnée au climat est une erreur. Marion Lompageux. Nice, capitale internationale des océans. Dans l'après-midi hier, la baie des Anges s'est transformée en un podium nautique. Une trentaine de bateaux d'exception a participé à la grande parade de l'océan. Voiliers, navires d'exploration ou encore flottes océanographiques venues du monde entier ont défilé. Dans la soirée, dîner officiel dans un palace azuréen pour l'inauguration du 3e sommet des océans qui s'ouvre à Nice. Emmanuel Macron assumait dans les colonnes du Parisien dimanche ce rôle de co-hôte de ce sommet de l'ONU, alors même que le président de la République n'a pas parlé d'écologie lors de son grand oral sur TF1 le 13 mai dernier. Les mêmes qui disaient que je ne faisais pas assez pour l'écologie sont les mêmes aujourd'hui quand il y a des difficultés à détricoter. Je n'ai pas de leçon d'écologie à recevoir. Celui qui, en avril 2022, avançait que ce quinquennat serait écologique ou ne serait pas, se retrouve face à des immobilismes politiques, y compris dans son gouvernement. Où on a aujourd'hui une remise en cause aussi de la priorité dans le débat public donné au climat à tous ces sujets, y compris d'ailleurs en France, il faut être lucide. On dit c'est plus la priorité, passé, il n'y a rien à voir. On s'en occupera, on gérera crise après crise au fond. Énorme erreur. Et il y a, si je puis dire, du management disruption, parce qu'on est dans un monde où on a justement beaucoup de guerres. Et en fait, le grand risque, c'est qu'on soit tous avalés par les symptômes de ces multicrises. Pendant 5 jours, 51 chefs d'État et une centaine de délégations sont attendus à Nice pour débattre et se prononcer sur un plan pour l'océan. Et on va revenir sur ce sommet des océans et sur les questions d'écologie. Un mot d'abord, puisque Nice, aujourd'hui, sera au centre du monde sur ce sujet, des dirigeants du monde entier attendus sur la Côte d'Azur. Il est important, ce sommet des océans. Oui, il est majeur. Moi, je pense qu'on moque beaucoup ce sommet, comme on moque souvent les sommets de l'ONU, comme on moque souvent les COP. C'est fondamental. Il y a une alerte absolue et maximale sur les océans. La volonté, par exemple, d'aller forer les fonds marins. Moi, je ne peux pas ne pas être d'accord avec Emmanuel Macron quand il dit on va aller explorer des choses qu'on ne connaît pas, détruire de la biodiversité qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas si on imagine dans quel état sont les océans, dans quel état nous avons dérégulé. J'entends qu'une grande compagnie pétrolière s'apprête au large du Cap de Bonne-Espérance, qui est un des plus beaux endroits du monde, mais qui est surtout la route maritime de passage des baleines pour aller, comment dirais-je, pour se reproduire, va installer une plateforme de forage avec des quantités astronomiques déjà garanties. On ne peut pas continuer comme ça. Nous sommes dans une destruction, si vous voulez, des ressources vivrières. Nous sommes dans une destruction des ressources, comment dirais-je, de l'océan. L'océan, c'est vraiment notre vie. Tout le monde se foutait de nous quand quand j'étais au ministère de l'Agriculture, on a mené la bataille pour les abeilles. Tout le monde se foutait de nous. Ah, les socialistes et les abeilles. Vous n'avez plus d'abeilles, vous mourrez. Vous n'avez plus d'océan, vous mourrez. Donc c'est un sommet très important. J'ai pas envie qu'on le caricature en disant ça va encore palabrer pendant des heures pour rien. C'est jamais rien. Ouais. L'Élysée qui parle d'un sommet de mobilisation, il peut en sortir quelque chose, Yves ?
Oui, non, mais c'est sûr que... Non, la question, il y a deux questions. Est-ce que ces sommets sont utiles ? Et deuxième question, est-ce que la France et Emmanuel Macron ont laissé tomber l'écologie ? Donc la première question, ces sommets sont utiles, ils sont vraisemblablement utiles. Ça permet d'abord de parler du sujet, de lui rendre une promotion et de lui faire une publicité importante. Et c'est vrai que le dérèglement climatique est une réalité aujourd'hui. Qui est-ce qui peut le contester ? Personne. Il y en a qui le contestent, mais c'est une réalité qui fait des ravages. On le vit quasiment au quotidien maintenant, donc c'est quand même quelque chose qu'il faut considérer. Après, est-ce que l'écologie est une des priorités du président de la République ? J'ai envie de dire que de toute manière, le président de la République ne peut pas faire grand-chose aujourd'hui, parce que en termes de politique intérieure, il a plus la main. En revanche, il peut effectivement aiguillonner certains sujets et un sommet international, parce que il lui reste plus que la façade internationale pour exister aujourd'hui. En passant par la façade internationale, il rappelle que ce sujet est d'actualité, et c'est plutôt pas mal joué de ce point de vue. Donc voilà, mais c'est vrai que l'écologie, allez, on va pas se mentir, quand même, c'est pas, c'est très difficile à concilier avec nos impératifs économiques, avec la crise dans laquelle que nous traversons. Et on a vu que ces dernières semaines, il y a énormément de dispositions législatives qui ont été remises en question parce que parce qu'elle crée finalement des inégalités absolument incroyables, et d'autres parce que ça coûte cher. Ces transitions coûtent très cher et on n'a pas les moyens de nos ambitions. Et pourtant, Emmanuel Macron, hier, il a dit qu'il était le garant de l'écologie, qu'il n'avait pas de leçons à recevoir sur ces sujets. Oui, alors moi je me souviens d'Emmanuel Macron, et Yves s'en souvient très bien pour cette campagne de 2022 un peu lunaire d'ailleurs, à Marseille, parce que nous étions entre l'Ukraine, et avec un peu de politique, le second quinquennat sera écologique ou ne sera pas. Bon, écoutez, pot de balle et balai de crin, c'est tellement évident. Il a fait, non mais je veux dire par là que Emmanuel Macron a fait du greenwashing. Alors je veux bien qu'il se réveille d'un seul coup de sa torpeur, telle la belle au bois dormant, en tapant sur son Premier ministre, parce que son interview, c'était quand même un modèle du genre. Ouh là là, c'est pas bien, les ZFE sont supprimés, etc. Mais que n'a-t-il imprimé lui-même dans ce quinquennat dont on ne sait pas ce qu'il a voulu en faire? Bon, on a compris maintenant ce qu'il en faisait et comment il voulait en sortir. Mais enfin, il y a 2 ou 3 ans, qui ont été 2 ans, en tout cas, qui ont été inutiles. L'écologie n'a jamais été la priorité, à part dans les mots d'Emmanuel Macron. Maintenant, Emmanuel Macron se réveille. À l'évidence, il en a un peu marre de son Premier ministre, François Bayrou. Ça me paraît assez évident. Il aimerait bien en changer. Peut-être pour Sébastien Lecornu, mais que ferait Sébastien Lecornu? Je n'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je préfère l'entendre dire « Ouh là là, je ne suis pas content qu'on ait supprimé les ZFE » plutôt que de ne rien dire, en fait. Un mot peut-être, Quentin, sur la liste des renoncements écologiques de ces derniers jours. Ça, vous le disiez, il y a ce paradoxe avec les sujets internationaux et sur la scène nationale, la liste de toutes ces choses qui sont en train d'être mises en cause. Par exemple, la limitation dans l'étalement urbain, l'objectif du ZAN qui est remis en question par les sénateurs, les zones à faible émission, les ZFE, dont on a voté la fin à l'Assemblée nationale, la proposition de loi Duplon qui voit le retour d'un néonicotinoïde, ça a été voté au Sénat. On attend maintenant la commission mixte paritaire, l'A69, également ce projet dans le Tarn, et également la suspension de ma prime rénov'. Là, c'est le gouvernement qui vient de le suspendre avec un retour d'un guichet, peut-être en septembre, a dit hier le ministre de l'économie. Et pourtant, Emmanuel Macron dit hier, c'est une erreur historique de céder aux facilités du moment et de détricoter. Il s'adresse à qui ? Il s'adresse à son Premier ministre et puis au gouvernement. Ça, c'est... Bon, il a le beau rôle aussi, comme il peut rien faire. Et qu'il a effectivement, il y a 2 ans, ou 3 ans, il a fait un discours à Marseille où l'écologie serait vraiment en tête de... Dans l'entre-deux-tours, il avait dit ça. Pile, oui. Voilà. Et tous les discours, je dirais, écologiques, des politiques sont toujours plus ou moins opportunistes quand même. Et puis quand la saison ne s'y prête pas, on met ça de côté. On l'a connu, ça fait 20 ans qu'on connaît, ça se répète. Donc voilà. Mais bon, Chirac, la maison brûle et nous regardons ailleurs. Voilà. Donc, si vous voulez, Bayrou, il n'a pas la même priorité. Lui, Bayrou, il est à la recherche de 40 milliards d'euros. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, il essaye de gratter partout où il peut gratter. Et surtout, il essaye de tenir. Et voilà. Et passer l'été. C'est pas évident.
Allez, on va revenir là-dessus et revenir sur ce qui s'est passé ce 9 juin 2024. C'était jour de vote, jour d'élection européenne et ça a conduit dans la soirée à la dissolution. On va parler de la dissolution dans quelques instants. Mais d'abord, les européennes qui ont été remportées il y a un an tout juste par le Rassemblement national. Alors, quel bilan les eurodéputés tirent-ils de leur première année de mandat? Audrey Vettaz est allée leur poser la question au Parlement européen. Il y a un an, le Parlement européen a fait un grand pas sur sa droite. Les libéraux et les écologistes ont été rétrogradés. L'extrême droite, renforcée, elle se partage entre 3 groupes politiques du jamais vu. L'agricultrice Céline Imar est quant à elle membre des Républicains. Nouvellement élue, elle siège au PPE, la droite européenne, le groupe le plus fourni, qui devient désormais pivot. En fait, c'est le PPE qui fait sa majorité, parfois avec les groupes dits d'extrême droite, souverainistes. Quelquefois, ça peut être des alliances avec les Renew, justement, avec le centre. Mais dans tous les cas, c'est maintenant le PPE qui fait la bascule. Quitte à travailler avec l'extrême droite de Jordan Bardella. Il n'y a pas de difficulté à reprendre certains amendements ou à travailler en commun. De toute façon, tous les députés sont élus. Il n'y a pas de raison de considérer que ce sont des sous-députés. Pourtant, une telle alliance n'avait jamais eu lieu au Parlement. Il y avait d'abord la règle du cordon sanitaire qui était stricte, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune passerelle entre la droite et l'extrême droite. Par ailleurs, il y avait une réalité arithmétique, c'est-à-dire que la droite et l'extrême droite, ensemble, ne formaient pas une majorité. Il pouvait y avoir une majorité centrale ou une majorité centre-gauche. Il n'y avait pas de majorité d'extrême droite. La réalité arithmétique a changé dans ce mandat. Et dans cette arithmétique, les libéraux où siègent les macronistes perdent du terrain. Notre groupe, Renew, les libéraux, sommes rétrogradés au 5e groupe sur 7, au lieu du 3e groupe où on était un peu les faiseurs de roi, faiseurs de majorité. Donc on a peut-être perdu un peu quand même en influence. On a cette chance de pouvoir être porté par le président de la République, Emmanuel Macron, qui est vu véritablement comme le représentant d'un pays qui est le moteur de l'Europe. L'objectif, c'est de tout faire pour sauver l'un des actes majeurs de la précédente mandature, le pacte vert européen. Il doit permettre de respecter les accords de Paris, mais subit les coups de butoir de la droite et de l'extrême droite. Les socialistes et démocrates tentent aussi de sauver ces acquis et ne comprennent pas les nouvelles alliances du PPE. Je pense que la logique du PPE est la mauvaise, parce que la dynamique de l'extrême droite européenne, qui est aujourd'hui une vraie dynamique, partout en Europe, on voit la montée de l'extrême droite, elle est d'abord et avant tout europhobe. Elle est contre le modèle européen. Et quand on est le PPE et quand on est au gouvernement dans plein de pays européens, on ne peut pas se permettre d'être anti-européen. Pour l'heure, la nouvelle majorité droite-extrême droite ne s'est exprimée que sur des amendements ou des textes non contraignants. Mais elle pourrait être remise en cause si l'Union européenne veut se montrer forte face aux États-Unis, à la Chine ou à la Russie. Et on le voit, alors ces européennes, on le disait, en France, elles ont été remportées par le RN, mais est-ce qu'elles ont acté une droitisation de l'Union européenne qui se prolonge, on l'a vu, lors des dernières élections dans les différents pays français? Oui, bien sûr, absolument. Et je suis assez d'accord avec ce que disait la représentante des députés socialistes et sociodémocrates. C'est-à-dire que c'est complètement fou parce que cette majorité-là, en tout cas ce MABA-là, est europhobe. Et c'est bien ça, comment dirais-je, le paradoxe. On voit bien une pendulation du PPE plutôt vers l'extrême droite. Le cordon sanitaire n'existe quasiment plus. Et ça c'est un véritable sujet. C'est loin parce qu'on se dit, bon, c'est Bruxelles, ce sont des députés techniciens qui sont très forts sur leur dossier, mais en réalité ne sont peut-être moins bons sur le plan de la politique, mais c'est une erreur en réalité. Ces gens-là ont une vision plus globale qui ne nous intéresse pas, mais qui va à un moment donné devoir nous intéresser. Si on continue à raisonner uniquement en termes hexagonal, on n'y arrivera pas. Donc je trouve ça intéressant de regarder. Et je regarde moi-même depuis le 9 juin dernier, je regarde un peu plus, et je l'avoue, le Parlement européen. Étant une éditorialiste politique comme Yves Tréhard, nous avons quand même vachement tendance à regarder la France et les aventures du président à l'international. Rarement le Parlement européen, ce que je fais maintenant depuis un an. Yves. Oui, bien sûr qu'il y a une droitisation du Parlement européen, il y a une droitisation de l'Europe, il y a une droitisation de toutes les opinions, partout dans le monde d'ailleurs. Donc c'est pas très surprenant qu'on retrouve la même chose
au Parlement européen, qui est un peu un miroir, si vous voulez, de ce qui se passe partout. Bon, il y a un retour, c'est vrai, du nationalisme dans tous les pays, pas uniquement en Europe. C'est un contre-effet de la mondialisation. C'est pas pour autant que la mondialisation est remise en question, mais c'est un contre-effet de la mondialisation qui était prévisible, parce qu'on est peut-être allé un peu trop loin, le monde est allé un peu trop loin dans le sens de la libéralisation, sans garde-fou, sans considérer que les identités, il fallait quand même les préserver. Et il y a beaucoup de nationaux, quelle que soit leur identité, leur pays et leur drapeau, qui regimbent devant ça. Et parce que aussi, économiquement, c'est pas toujours évident. Donc voilà. Mais je rappelle quand même 95, 17 janvier, discours prémonitoire de François Mitterrand devant le Parlement européen à Strasbourg avec Jacques Delors, président de la Commission, et qui a cette phrase en réalité, ça fait 30 ans, qui a cette phrase et qui dit, je vous le dis, si nous n'arrivons pas à dépasser nos querelles et nos préjugés, le nationalisme, c'est la guerre. 30 ans après, en réalité, nous y sommes totalement. Alors c'est vrai qu'il y a une progression de la droite et des idées réactionnaires et plutôt, je dirais, nationales conservatrices, mais il y a aussi des barrages de plus en plus forts qui se font. Alors, il y a une égérie, parce qu'on en parle très peu, parce que nous sommes tellement cocardiers en France que nous voulons considérer que la France est vraiment le moteur, etc. Mais regardez ce qu'est en train de faire l'Italie. Et pour le malheur, entre guillemets, des progressistes, Giorgia Meloni est en train de redresser totalement l'Italie avec maintenant un PIB par habitant qui a dépassé celui de la France, avec, comment dirais-je, un resserrement des comptes publics, en tout cas une épuration des comptes publics. Et là, c'est ça qui est absolument terrible, parce qu'on a une figure repoussoire qui est Orban, qui interdit encore, qui se met complètement hors jeu des règles européennes, par exemple en interdisant la gay pride. C'est strictement, on n'a pas le droit de faire ça, il le fait. Donc on a cet épouvantail d'Orban, et puis on a une extrême droite beaucoup plus, comment dirais-je, présentable, j'ai envie de dire l'appartement témoin de l'extrême droite, qui est Giorgia Meloni, et qui est beaucoup plus redoutable. Donc c'est un vrai combat à mener, politique. Et dans la foulée de ces européennes, le soir même, Emmanuel Macron décidait donc de dissoudre l'Assemblée nationale. Ce matin, Yves, vous titrez à la une du Figaro, un an après la dissolution, la France reste ingouvernable. Est-ce qu'un an après, on peut dire que cette décision de dissoudre a été mauvaise ? Ah bah oui, ça c'est clair. C'est très clair que c'était vraiment tout ce qu'il fallait pas faire. Mais de toute manière, je crois que même en dehors de cette dissolution, on est rentré dans une période d'instabilité, de précarité gouvernementale, d'une redéfinition du paysage politique français. Ça avait commencé quand même très largement en 2000, d'une certaine façon d'ailleurs en 2017, je vais vous dire une chose, quand le clivage gauche-droite s'était effondré à l'époque. Macron, évidemment, on avait été un des artisans, mais pas uniquement, c'était les électeurs français qui avaient décidé de renvoyer à leurs chères études et la gauche et la droite de gouvernement. Et donc, depuis ce moment-là, eh bien, les poutres continuent de bouger et c'est très difficile d'imaginer qu'il puisse y avoir une majorité suffisamment solide pour conduire les affaires de la France. Et je pense qu'on est parti, on va traverser pendant peut-être des dizaines d'années. Eh bien, on va revenir à ce qui a existé sous la 4e République, d'une certaine façon sous la 3e, avec eh bien, des majorités de coalition, des majorités incertaines. La politique est en train de changer, si vous voulez, hein, parce que il n'y a pas un courant partisan, il n'y a pas une fibre partisane comme il y en a eu après la guerre, enfin avec De Gaulle, quoi, qui a vécu pendant 50 ans sous la 5e République en France. Et ben maintenant, depuis une petite dizaine d'années, tout ça est en train de changer. Et il y a un sondage qui est paru hier dans la Tribune dimanche, François, 71% des Français disent que la décision de dissoudre a été mauvaise et 65% ne souhaitent pas de nouvelles dissolutions. Alors, ils ont bien raison, les Français. Je pense qu'ils peuvent faire passer le message à Emmanuel Macron, qui lui-même, à mon avis, est extrêmement convaincu. Il ne faut quand même pas exagérer. Je veux bien que le président soit entêté, hein, mais errare humanum est, perseverare et diabolicum. Hein. C'est-à-dire que, étant donné les doigts dans la prise, il s'est pris les doigts dans la prise, Emmanuel Macron,
Macron, il pensait faire un coup extraordinaire, la gauche divisée, éventuellement le RN arrivé, tac, j'étais le sauveur de la nation, tout ça, patatras. Caramba encore raté, nous sommes dans une mouise, je peux signer, comment dirais-je, signer tout ce qu'a dit Yves Tréhard avec l'idée. Et donc, je ne crois pas une minute, mais une minute, hein. Je veux bien que notre président soit très déterminé, pour ne pas dire entêté. Je ne crois pas une minute au fait qu'Emmanuel Macron va redissoudre. Je ne peux pas l'imaginer une seconde. Regardez-moi ce champ de ruines. Regardez la difficulté. Combien la durée de vie de François Bayrou? On peut commencer à parier. Moi, je dis, les bookmakers peuvent y aller. Alors, c'est 1 mois, c'est 2 mois, il passe l'été, il passe pas l'été. Enfin, nous savons tous ce qu'il va advenir. Donc, non, pas de nouvelle dissolution. Essayons de faire ce que nous pouvons entre nous, en attendant, évidemment, le processus. Je crois que, je vais vite, mais je pense que tout ça montre aussi quand même l'épuisement de la Ve République. Je suis une ardente défenseuse de la Ve République, en tout cas d'un renouvellement des institutions. Je pense qu'on est à bout de souffle et j'aimerais bien vraiment qu'Emmanuel Macron soit le dernier président de cette constitution-là. Parce que on voit qu'on a besoin d'oxygéner. Ça fonctionne, elle surfonctionne, et parce qu'elle surfonctionne, comme on l'a vu au Parlement, avec 49.3, etc., et ben elle dysfonctionne. Yves, il faut mettre fin à la 5e. Pardon ? Il faut mettre fin à la 5e ? Non, alors vous savez, les institutions ne sont que ce que les hommes et les femmes politiques en font. C'est vrai. Aujourd'hui, est-ce qu'on aurait imaginé il y a 20 ans que la Ve République pourrait survivre à ce qui s'est passé ces derniers temps? Non. Donc voilà, je ne sais pas si le fait de passer à la proportionnelle, si le fait de remettre en question le régime semi-présidentiel de la Ve République, tout ça... Moi, je ne suis pas sûr que ça améliore beaucoup les choses. Je pense qu'on est quand même dans une période de complète instabilité, dans tous les domaines d'ailleurs, on le voit bien. Non, mais c'est vrai. Le monde est en train de changer, les esprits sont en train de s'échauffer, et on n'a pas les clés, quoi. C'est tout. Et puis, vous avez quand même une bande de bringue-zingues qui sont à la tête de pas mal de pays, ce qui sont terribles. Il y en a un de moins, remarquez. C'est un concours d'expression ce matin. Non, mais les bringues-zingues, mais les strapadingues, les maboules, pour reprendre l'expression. Mais en tout cas, il y en a un de moins, il y en a un de chute, c'est Elon Musk. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, c'est quand même lunaire, quoi. C'est absolument lunaire. Non, mais... Donc, mais tout ça a des conséquences sur les autres pays, parce que on est évidemment tous interdépendants. C'est une des choses une des conséquences de la mondialisation. Mais on est complètement interdépendants et voilà. Donc moi, changer les institutions, je veux bien. Je pense que la Ve République a montré, les institutions de la Ve République a montré quand même qu'elles étaient assez extraordinaires, ces institutions, parce qu'elles peuvent s'adapter à toutes les situations. Et puis elles nous ont préservés quand même, parce qu'on dit on est dans une période difficile, mais on n'a pas vécu une crise politique majeure. Oui, mais c'est pas la 5e, je pense que c'est l'esprit français aussi. C'est l'esprit français, oui. Et dans ce même sondage de la Tribune dimanche, quand on demande aux Français quel parti sera renforcé de la dissolution, le parti qui arrive en tête, c'est le Rassemblement national, qui arrive également en tête dans les intentions de vote si des législatives devraient avoir lieu demain. Est-ce que cette année post-dissolution, elle est l'échec de la droite et de la gauche ? Je crois pas du tout. Moi, je pense que la droite est en recomposition avec Bruno Retailleau, par exemple, avec Laurent Wauquiez. Je ne sais pas du tout si Bruno Retailleau arrivera jusqu'à la présidentielle, surtout s'il sort de la place Beauvau, qui lui donne finalement un statut vu à la télé que tous les ministres de l'Intérieur ont utilisé et qui après, quand vous quittez la fonction, quand vous quittez la position de surplomb, c'est très difficile. Donc attendons de voir. Une hirondelle fait pas le printemps. Attendons de voir avec Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Mais la droite, à l'évidence, se recompose. La gauche, on peut en ricaner, mais elle se recompose aussi. Je pense que comment dirais-je, il y a quelque chose qui est acté il y aura Jean-Luc Mélenchon comme candidat, mais je pense qu'il est acté de toute façon pour tout le monde qu'il y aura un candidat unique. Donc je ne crois pas que c'est un échec, et je rappelle quand même, honnêtement, moi je veux bien, si vous voulez, ma chère Oriane, je vous adore, hein, mais je rappelle que en juillet, qui est arrivé en tête des élections législatives, ça s'appelle, allez, faisons un effort, la gauche, voilà. C'est dur à prononcer, hein, mais c'est la réalité. Donc j'entends
j'entends les sondages, Bardella aurait dû être Premier ministre, aurait dû, si on en croit les commentateurs, la réalité de ce pays n'est peut-être pas... au momentum, la réalité de ce pays a fait que c'est le nouveau Front populaire qui est arrivé, qui est sorti en tête. Voilà, il n'est pas sorti majoritaire pour notre plus grand malheur, mais il est sorti en tête. Donc pas d'échec, non, ni de la droite, ni de la gauche. Non, mais la recomposition, c'est sûr qu'il y a probablement, mais ça c'est mathématique, je dirais que la fin du macronisme fait qu'il y a un retour du clivage gauche-droite. Et c'est vrai qu'il y a une recomposition de la droite, c'est vrai que il y a un espoir qui naît, en tous les cas pour ceux qui sont à droite, avec Renaud Retailleau. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il se passe quelque chose. Et à gauche, c'est vrai que il y a la volonté de beaucoup de s'affranchir de Jean-Luc Mélenchon. Mais est-ce que tout ça va se traduire dans les urnes? Est-ce que tout ça aura une réalité dans quelques mois, dans quelques années? C'est loin d'être évident, mais là, c'est vrai que ça bouge encore. Mais c'est dû au fait que Macron ne peut pas se représenter. Et puis, il y a une autre chose qui est quand même très importante aussi, c'est la probable disqualification de Marine Le Pen pour la présidentielle. Ça va changer. Si elle est confirmée, ça va changer pas mal de choses, quoi qu'en disent les sondages, en disant que Bardella et Le Pen, c'est la même chose. C'est pas vrai, ça me paraît pas... Je suis d'accord avec Yves, je pense que d'un seul coup, si Marine Le Pen ne peut plus l'être, je pense qu'il y a une place qui se libère en finale. Marine Le Pen était assurée d'être en finale de la présidentielle, il n'y a que 2 places. Bardella l'est pas, selon vous? Je ne suis pas du tout certaine que... Mais j'entends, moi, tout le bruit... J'en ai tellement entendu de bruit, tous les bruits se plantent tellement. Maintenant, on est instruit par l'expérience, n'est-ce pas? J'entends tous les bruits sur Bardella. Non, justement, je pense que la place de Jordan Bardella n'est pas acquise, contrairement à celle de Marine Le Pen. Et on va parler de ce qui se passe à gauche. Olivier Faure a donc été réélu premier secrétaire du PS. Sa première étape, Quentin, c'est de réaffirmer ou d'affirmer la ligne du PS. Voilà, dès vendredi soir, sur le plateau du JT de TF1, Olivier Faure a proposé une feuille de route pour le PS. Maintenant, l'échéance du Congrès passée. Il a parlé de rassembler sa famille politique, rassembler la gauche et les écologistes. Il a dit, évidemment, à l'élection présidentielle, je veux une coalition qui permette de réconcilier socialistes, écologistes, communistes, ex-insoumis, place publique, pour créer la dynamique et faire en sorte d'arriver au 2e tour, puis ensuite de gagner face à l'extrême droite. Olivier Faure qui a préféré vendredi se concentrer sur l'adversaire à combattre, c'est-à-dire, je cite, l'international réactionnaire, plutôt que de dire comment rassembler à gauche. Et on comprend qu'il y a bien une rupture actée avec LFI. Voilà, c'est ce qu'il a précisé dans la tribune dimanche. Ce point-là semble acté. Regardez, il a dit « Nous n'avons jamais été, nous ne serons pas derrière Jean-Luc Mélenchon lors de la prochaine présidentielle. Quant au municipal, il n'y aura pas d'accord national avec LFI. Maintenant, on ne peut pas faire comme si toute une partie des Français était bannie parce qu'un jour a voté Jean-Luc Mélenchon. Je ne participerai pas à cette diabolisation, mais je souhaite parler à toute la gauche, à tous les Français. On lit bien la nuance. Il pourrait y avoir des accords électoraux locaux avec LFI aux prochaines municipales, mais le nouveau Front populaire n'existe plus de facto aux élections nationales. Et cette sortie, elle n'a pas plu Éric Coquerel. Voilà, le député LFI proche de Jean-Luc Mélenchon était hier sur notre antenne. Écoutez, c'était lors du grand jury RTL Public Sénat. Il pose la question du programme. Écoutez un extrait. La question peut-être à lui poser, c'est du coup sur quel programme il entend faire campagne. C'était quoi le Parti socialiste faisant le NFP, enfin la NUPES puis le NFP? C'était un parti qui a tenu compte des élections. Peut-être qu'il avait commencé aussi à changer par rapport aux années Hollande et qui a accepté de revenir à un vrai programme de gauche. Un peu ce que je vous ai décrit tout à l'heure, de rupture avec le néolibéralisme, notamment le productivisme. Voilà, effectivement, la question du programme est centrale. On voit que sur toute une série de sujets, il va être important de voir la clarification de la ligne politique du PS et plus globalement à gauche, que ce soit sur le budget, que ce soit sur les sujets internationaux, tous les débats du moment, je l'ai rappelé, la 69, les zones à faible émission. Il faudra voir si une ligne existe bien entre tous les camps de ce côté-là de l'échiquier politique. Françoise, l'enjeu là, c'est de clarifier la ligne, clarifier les alliances aussi, parce que les municipales approchent et il pourrait y avoir sur le plan local des accords avec LFI. D'abord, je suis ravi qu'Olivier Faure soit réélu. Vous savez, voilà quelqu'un qui depuis 8 ans, il a pris un cadavre à la renverse. Il était à l'époque le seul personnage un peu connu au plan national. Tous les éléphants s'étaient tirés. C'est-à-dire tout le monde était parti, les caisses étaient vides au point de vendre Solferino, etc. Non mais sérieusement, cet homme, depuis 10 ans ou
8 ans, ramasse tous les jours des éditos, des commentaires de plateau sur « il est nul, etc. » Supposément, tous les autres sont géniaux. Maintenant que le Parti socialiste, évidemment, il n'y a que des génies et lui, c'est le gros nul. Eh bien, je suis tellement ravi, moi. Non, mais je suis ravi, ce modèle de résilience. D'abord parce que c'est injuste, en plus parce que les résultats sont là. Je veux dire, il est passé de 17 députés ou 20 députés à 66. Il a fait élire une nouvelle génération sur, comment dirais-je, les élections européennes. Vous voyez Chloé Ridel, Emma Rafovitch, toute cette génération, Céline Hervieux à Paris, etc. C'est la génération Olivier Faure. Sérieusement. Moi, tout le monde lui tape dessus, il a regagné. Je suis ravi. Sur la clarification, elle me convient très bien et elle va tenir. C'est-à-dire qu'elle va tenir. Moi, j'aime bien Éric Coquerel, le programme. Honnêtement, le programme, je pense quand même, pour connaître un peu toutes les maisons de gauche, que les socialistes sont quand même assez grands pour élaborer un programme. Je veux bien l'idée générale qu'ils foutent rien et que... Enfin, je veux dire, c'est un grand parti. C'est comme si je disais, les LR savent plus réfléchir. À un moment donné, si on réembraye, eh bien, on réembraye dans la réflexion. C'est un grand parti, les Républicains. Le Parti socialiste, la vieille maison, elle a mis 100 ans, elle a 100 ans plus, comme disait François Mitterrand, on a mis un siècle à imposer la marque. Et bien la marque, elle dure encore. Yves, ce que je disais, le nouveau Front populaire n'existe de facto plus aux élections nationales, vous êtes d'accord avec moi ? Oui, on va voir, c'est pas encore sûr. Sauf RN. Je pense qu'il est possible que le Rassemblement national... la question c'était sur le nouveau Front populaire. Le nouveau Front populaire. Non, le nouveau Front populaire, on va voir. Parce que vous savez, entre ce qu'il dit, Olivier Faure, et ce qui sera fait, dans un an, il y a le rendez-vous des municipales. Alors, c'est intéressant, parce qu'il dit, sur le plan national, il n'y aura pas d'accord. Mais s'il y a des accords partout sur le plan local, c'est la même chose. Hein. Donc, là-dessus, moi, je ne prendrai pas de pari. Non, le problème, si vous voulez, des uns et des autres, je crois que vous ne pouvez pas gagner une élection présidentielle si vous ne faites pas un peu rêver. Et Olivier Faure, pour vous, il ne fait pas rêver ? Ah bah, pas vraiment, et personne aujourd'hui ne fait rêver. Il n'y a pas le truc supplémentaire, la grinta. Vous savez, en foot, si vous avez la grinta, bah, c'est ça qui vous porte. Eh bien, je trouve que... Bon, c'est très bien, on va lutter contre l'insécurité, l'immigration non contrôlée, la mondialisation, il nous raconte tout. Enfin, on connaît les programmes des uns et des autres, hein, mais bon... Après, je suis d'accord avec ce que dit Yves. Après, il y a des momentum, il y a des choses dans une campagne où le regard des gens change. Regardez ce loser de Chirac. Voilà, ce loser de Chirac. Non, mais je dis parce que c'est comme ça qu'on le présentait. Et c'est pas que manger des pommes, c'est la fracture sociale. Emmanuel Todd, meeting de la porte de Versailles. D'un seul coup, les gens changent de regard sur lui. Voilà. Merci à tous les deux. Vous restez avec nous. On regarde ce qu'il y a à la ligne de la presse régionale. Quentin, on commence par la conférence des Nations Unies sur les océans, aujourd'hui à Nice. Oui, à Nice, une semaine pour prendre soin de l'océan. C'est la 3e conférence de ce type. Elle doit durer 5 jours avec des chefs d'État, des chercheurs, des ONG qui échangent pour protéger les océans. Dans les pages intérieures de Ouest France, on peut lire une interview avec la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher. Quels sont les objectifs avec ce sommet ? Elle dit un renforcement du droit international sur la protection en haute mer qui se situe en dehors des juridictions des États, la lutte contre la pêche illégale et enfin le renforcement des aires maritimes protégées. Et le chef de l'État est arrivé hier à Nice. Voilà, Macron sur le pont, il est arrivé à Nice en bateau depuis Monaco où il était en visite ce week-end. On lit d'ailleurs que le départ de Monaco était assez tendu. C'était visiblement logistiquement compliqué hier. On a même cru qu'il allait falloir adopter un plan B. Sur le fond, on lit que la France aimerait prendre le leadership dans la lutte pour le climat face à l'absence des Américains. Et dans le journal, récit de toutes les étapes du début de cet événement au plus près. Sud-Ouest titre sur l'enquête qui se précise dans le meurtre d'un jeune homme à Dax. C'était le soir de la finale de la Ligue des Champions. Oui, le 31 mai, Benoît a été poignardé alors que la foule était rassemblée pour fêter la victoire du PSG. Le suspect, un mineur de 16 ans, s'est rendu samedi soir. Il a été mis en examen pour assassinat. Cela signifie que la préméditation est retenue dans ce meurtre. Le suspect, qui avait visiblement un contentieux préexistant avec la victime, il encourt 20 ans de réclusion car c'est un mineur. Corse Matin s'intéresse à la pénurie de main-d'œuvre dans la restauration. Ça manque de bras à l'amorce de la saison touristique. Restaurateurs et hôteliers partagent à nouveau la difficulté à recruter. C'est ce qu'on va faire cet été. On va tous aller en Corse. On va tous aller en Corse.
C'est un pilier de l'économie Vous n'êtes corse. pas insulaire, Ça représente 3,4 milliards d'euros de recettes par an, 6700 emplois en Corse, même si les salaires ont progressé de 15% ces dernières années, on a toujours la même pénurie. Allez, on parle des coiffeurs pour terminer. La coupe est pleine. Voilà, c'est la une de la Voix du Nord. Pour les coiffeurs, la coupe est pleine. Ils manifestent contre les coiffeurs barbiers. Ils donnent rendez-vous à Paris le 30 juin. En cause, les pratiques jugées déloyales des coupes à 10 balles le dimanche soir. Je cite le journal qui cite ces professionnels. Le principal syndicat professionnel alerte. Tout le monde doit pouvoir exercer ce métier dignement. C'est un beau métier, un métier passion. Et le journal de conclure, la base n'en peut plus. C'est excellent. Mais les barbiers ne prennent pas les femmes. Ouais. Non, mais vous savez que dans les caractères chinois, coiffeur, c'est quasiment les mêmes idéogrammes que médecin. Non, mais c'est un métier très puissant pour la médecine. Pas de sport, rien. On s'en fout. Mais on s'en fout pas du tout. On a cherché une PQR, on l'a pas trouvée. Mais on savait. Ronaldo au Portugal. Non, mais vraiment, franchement, vous oubliez votre merci. Appelez la PQR, Françoise. Il n'y avait pas de une là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Françoise et Yves. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain sur le canal 8 de la TNT. À demain.